d'un seul coup, la France a perdu le leadership au sein de l'Union européenne à mesure que de nouveaux membres sont rentrés. Le polytechnicien Thierry Milléo a exercé d'importantes responsabilités dans les ministères avant de devenir le stratège de Bouygues Telecom. Il m'explique l'incapacité des dirigeants français à défendre le service public. La France a, c'est vrai, aujourd'hui un poids important, mais auparavant, pendant toutes les années 70, c'était la France qui décidait à Bruxelles. Donc il y a eu cette confiance dans la pérennité du contrôle d'un système. Puis brusquement, on a perdu le contrôle, d'autres pays sont rentrés, ce qui est légitime dans la communauté, qui ont fait valoir leur point de vue. Le point de vue français n'était devenu qu'un point de vue parmi d'autres. Et à cela est venu se surajouter cette lame de fond du libéralisme mondial qui a débuté aux États-Unis au tout début des années 80. Les Européens, les Britanniques, sont les premiers à reconnaître que les services publics français sont d'une qualité remarquable. Ils sont les premiers à reconnaître que s'ils avaient été dans notre cas, ils n'auraient jamais procédé à la libéralisation des services publics. Ce qui est effectivement relativement étonnant. Quelque part, nous avons défendu les services publics un petit peu trop tardivement, et le mouvement de libéralisation lancé par les Britanniques, relayé en partie par l'Allemagne, était parti bien avant et s'intégrait dans un mouvement mondial d'ouverture à la concurrence des anciens monopoles. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que le système français historique était mauvais. C'est pas vrai du tout. C'était un système excellent. Le problème, c'est qu'on était les seuls à l'avoir mis en œuvre. Plus la crise économique s'intensifie, et plus les dirigeants politiques s'en remettent aux forces du marché pour résoudre nos difficultés. Avant de quitter la présidence de la Commission européenne en 1993, Delors apporte une ultime contribution aux transformations libérales européennes sous la forme d'un livre blanc intitulé « Compétitivité, croissance, emploi ». La foi libérale est élevée au rang de dogme indiscutable. Refaire de la communauté un îlot de croissance stable est important pour nous et, je le répète, pour nos voisins de l'Est et du Sud. Davantage de compétitivité, puisqu'il est évident que, malgré les progrès réalisés entre 85 et 90, nous avons perdu de la compétitivité. En 1992, l'Europe est en pleine période de ratification du traité de Maastricht, qui doit consolider la construction européenne. La libéralisation vise désormais l'essentiel du marché des télécommunications, la téléphonie vocale. Craignant que l'annonce de mesures trop libérales ne fasse avorter le traité, Delors, habilement, demande à la Commission de calmer le jeu, ce qu'elle fait, mais en obligeant en réalité les États à prendre eux-mêmes une décision plus radicale. Une fois le traité de Maastricht adopté, les grandes mesures de libéralisation sont prises. Elles concernent l'essentiel du marché et imposent la restructuration complète du secteur. Chacun a fini par suivre les orientations de la Commission. Au cours de 2 conseils des ministres européens, la décision d'ouvrir à la concurrence les services de téléphonie vocale et les infrastructures elles-mêmes n'est plus qu'une formalité. L'existence du secteur public des télécommunications en Europe est dès lors condamnée, sans que personne ne se soucie des conséquences de cette disparition. La décision de juin 1993 de libéraliser le service du téléphone, puis la décision de novembre 1994 de libéraliser les infrastructures, puisque la décision a été prise en 2 temps, a été prise dans les 2 cas à l'unanimité des 15 ministres chargés des télécommunications. Bruno Lasserre, ancien directeur général des PTT, proche d'Édouard Balladur, a été au ministère des Postes et Télécommunications l'un des acteurs principaux de la libéralisation. La Commission, comme je vous l'ai dit, a joué un rôle d'aiguillon, d'instruction, de préparation, de proposition, de stimulation. Mais la décision politique a été prise par le Conseil des ministres et à l'unanimité. Donc, de grâce, ne présentons pas cela comme une contrainte qui nous a été imposée, mais comme un choix collectif dans lequel chacun a discuté à la fois de l'objectif final et du calendrier, mais où tout s'est résolu
par un choix unanime des États. Les modalités de la libéralisation en Europe étant arrêtées, les législations nationales doivent se mettre en conformité avec les directives européennes. Il s'agit de réaménager complètement les règles régissant le secteur pour faire place aux nouveaux concurrents. Ceci est fait en France au cours du premier semestre 1996 à travers la nouvelle loi de réglementation des télécommunications. Le démantèlement des services publics va pouvoir commencer. J'ai veillé à ce que cette réforme ne provoque pas de rupture. Elle n'est évidemment ni ultralibérale, ni conservatrice. Elle vise à proposer une voie originale qui concilie le service public, la concurrence et l'intérêt des usagers. Ces derniers pourront d'ailleurs, j'en suis sûr, s'en apercevoir très prochainement. Rien dans le texte qui vous est proposé ne s'écarte de cette ambition. Notre conception de la modernité cherche à allier le meilleur de l'héritage avec l'inévitable ouverture sur l'avenir. Les Britanniques ont été les premiers à privatiser leur ancienne administration des télécommunications, suivant des modalités qui feront bientôt recette. In preparing the privatization of the telephone service, we let the civil servant administrators become the new managers of the private company, and that gave them something to gain out of the process. We offered the workers free shares. You know, if they bought 200 shares, they would be given another 200 shares free. So they had an advantage in becoming part owners of the new private company. And the customers who were worried about their phone bills, we told them firstly that we will regulate the prices, so they will simply, not only will they not increase, but they will have to be reduced every year. They'll have to increase lower than the rate of inflation. And then customers in country areas wondered if a profit-making telephone service would bother to provide them with services. So we made it a requirement by law. You see, we systematically took each of the interest groups who might have opposed it and built in measures to the Act which brought about their support. La plupart des pays suivent l'exemple britannique et bradent au secteur privé tout ou partie des anciennes administrations. Celles-ci sont dès lors condamnées pour survivre à se transformer en organisations multinationales compétitives. Le nouveau destin des télécommunications ne se joue plus dans les centres d'études, mais sur les marchés boursiers. Observateur passif et complaisant de ces transformations, le public en est également un acteur essentiel. C'est lui en effet qui, à côté des grands investisseurs privés et institutionnels, devient actionnaire des opérateurs de télécommunications. Les gigantesques profits de France Télécom, par exemple, après avoir été la propriété de l'ensemble des citoyens français, reviennent désormais à des actionnaires privés, parmi lesquels bon nombre de retraités américains qui ont placé leur épargne dans des fonds de pension. Moi, je crois qu'on peut pas s'abstraire du monde dans lequel on évolue. Je crois qu'un État ne peut pas s'isoler du mouvement international, du mouvement européen. Et il y a eu une gestion laxiste des finances publiques pendant des années qu'on essaye de corriger depuis maintenant un certain nombre d'années. Je crois que c'est un phénomène qui est positif. Après 15 ans d'intenses manœuvres, la pression des grands groupes industriels et financiers à la conquête de nouveaux débouchés est couronnée de succès. Arrachée au secteur public, la gestion des télécommunications leur appartient enfin. Les effets ne tardent pas à se faire sentir. Le plus immédiat, qui est aussi le plus attendu, est la concentration des marchés dans les mains de 3 ou 4 groupes internationaux. Bien sûr que nous changeons de monde, et quand on quitte un monde pour en rejoindre un autre, on peut se demander si on n'était pas mieux dans le monde précédent. Le monde du monopole est confortable, le consommateur n'a pas de choix à faire, chacun est à sa place. Bon, le monde de la concurrence est plus instable. D'abord, il vous oblige à exercer un rôle actif d'arbitrage. Il met l'utilisateur au centre de la décision, et je dirais, c'est à l'utilisateur finalement lui-même de tirer parti de cette concurrence en comparant ce qui est en face de lui. C'est peut-être, ça demande plus d'efforts. Et donc, je dirais, on comprend, certaines hésitations devant
le passage d'un monde à un autre. Enfin, moi, je pense qu'honnêtement, la concurrence peut être réellement une source de créativité, de croissance, de stimulation. Et je dirais, regardez même au sein de France Télécom, ceux qui travaillent pour Itinéris, vous diront tous qu'il n'y a pas de meilleur stimulant, de meilleure émulation que le fait de pouvoir se comparer mois après mois avec les performances des concurrents. Qu'y a-t-il de plus stimulant que le fait de se confronter à un compétiteur? These free market people constantly talk about the need for people to have challenges in their life. For people who are on low wages, I mean, just day-to-day existence is a challenge.